Dans la dernière vidéo, on s'est arrêté sur le fait qu'on était donc devenu symboliquement un fœtus. Symboliquement, on était entré dans le ventre de l'ours. Et donc, c'était l'image du nain aussi. On s'était arrêté sur l'image du nain qui était coiffé, hein, comme le petit chaperon rouge, parce que ça représentait la poche des os en fait, qui n'était pas abîmée, puisqu'il n'était pas né. Je vous invite à regarder les autres vidéos pour ceux qui arriveraient maintenant, parce que sinon ça va être dur de suivre le fil. Mais sinon, donc c'était l'image sur laquelle on s'était arrêté. Alors, je vous avais parlé aussi également du fait que pour arriver à entrer dans le ventre de l'ours, dans l'utérus de l'ours, eh bien, il y avait un combat, donc avec l'image du taureau ou du cerf, qui est très présente dans les mythes anciens. Et puis, donc c'est l'image aussi du fait que l'on sortait de la tombe en fait en creusant, hein, donc avec les bois de serre, puisque avant, ou en tout cas à l'âge de pierre, ils creusaient avec les bois de serre. Ou alors donc l'image du combat de taureau, ou du combat avec le taureau, donc du combat des mâles pour entrer dans l'utérus. Ensuite, donc on s'est arrêté là, et je vous avais aussi fait part du fait que pour entrer dans l'utérus, il fallait donner à manger en fait à l'ours, puisque l'ours choisit le nombre d'embryons et quel embryon elle va continuer de développer en fonction de son taux de graisse, donc de ce qu'elle a mangé. C'est pourquoi il y a l'image des offrandes aux dieux, des offrandes donc, de nourriture, hein. Et cette idée de nourrir l'ours, elle va avoir une image un peu étonnante, peut-être si on ne comprend pas le parallèle au départ. C'est dans le fait donc, que l'enfant, quand il arrive, puisqu'il s'agit d'un enfant, l'enfant quand il arrive pour déterrer son ancêtre, hein, pour être choisi lui-même, eh bien, il va apporter des offrandes. Et en fait, il y a l'image, le fait que l'enfant a l'image d'une abeille. Pourquoi ? Parce que les ours sont très friands de miel, tout le monde le sait, ils mangent pas uniquement ça évidemment, mais ils sont très friands de miel. Et dans le miel, il y a l'idée de la préparation, que l'abeille a préparé le miel pour l'ours. Et l'enfant fait la même chose, donc on a l'image dans le petit chaperon rouge, je reprends exprès la même image, mais elle se retrouve partout, mais c'est pour pas m'étendre trop. Il y a l'image donc du petit chaperon rouge qui emmène un petit pot de beurre et une galette à la grand-mère, hein, finalement d'ailleurs cette galette, ce petit pot de beurre sont probablement mangés par l'ours, par le loup, en l'occurrence c'est un ours, puisque c'est lui qui va prendre la place de la grand-mère, hein. Mais donc il y a cette idée-là, et il y a l'idée donc de la préparation, on prépare quelque chose pour l'ours, qu'on va lui emmener. Donc comme les abeilles le font, un peu, pas vraiment intentionnellement, mais en préparant le miel que l'ours va, lui ou elle, plutôt consommer. Voilà. Donc c'est pourquoi, à Noël, puisqu'on se retrouve là, dans la période de Noël, hein, on a fait Halloween, on a expliqué que les enfants se déguisaient en ancêtres, et puis on arrive dans la période de Noël, donc je vais en reparler un peu plus tard dans la vidéo, mais à la période de Noël, l'ours, donc là, est le Père Noël, hein, on expliquera aussi plus en détail pourquoi et comment. Mais on va préparer donc, avant la période de Noël, des gâteaux, même encore aujourd'hui, hein, on le fait très volontiers, des gâteaux, on va préparer d'ailleurs au miel, hein, généralement, pour Noël. D'accord ? En plus, on va en disposer quelques-uns pour le Père Noël, pour que symboliquement il puisse en consommer quelques-uns. Et puis, évidemment, on va en consommer nous-mêmes. Voilà. Donc il s'agit de la même chose avec le miel, puisque les abeilles vont donner du miel, hein, donc les abeilles ce sont les enfants, et ce miel ensuite va être consommé dans le ventre par les enfants eux-mêmes, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, hein. L'ours ne peut développer des embryons que si elle a un taux de graisse élevé. Mais ce taux de graisse, il lui sert à quoi ? Il lui sert à nourrir les embryons eux-mêmes dans le ventre, évidemment, en transformant un peu la graisse qu'elle a, quoi, hein, en sang d'ailleurs. Donc
Donc dans le ventre de l'ours, symboliquement, on va manger des choses sucrées, on va manger des gâteaux, on va manger ce qu'on mange à Noël en fait. C'est donc la préparation des gâteaux, la préparation des biscuits, des bonbons, des choses comme ça, c'est l'image de la transformation de la nourriture dans le ventre de l'ours également. Et aussi de la transformation des fleurs en miel. Et donc c'est la raison pour laquelle la préparation des friandises pour Noël est tout aussi importante que la consommation des friandises, hein, généralement. Donc dans ce ventre, dans l'utérus de l'ours, on est aussi symboliquement dans le royaume des morts. Il faut bien comprendre que le symbole est le même. Et pour reconnaître les éléments qui nous montrent qu'on se retrouve dans le royaume des morts, ou donc dans l'utérus de l'ours, dans les contes, dans les traditions, dans les mythes, etc., il va falloir être capable de reconnaître plusieurs éléments. Ça va être des éléments clés qui vont vous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Donc on a l'idée de l'enfermement déjà. L'enfermement, ça peut être l'enfermement dans une tour, comme dans l'histoire de Réponse. Ça peut être aussi le fait d'être mangé, donc comme dans Le Petit Chaperon Rouge, ou dans Pinocchio, ou dans d'autres contes. Ça peut être aussi donc, le fait d'être sous l'eau. Ça peut être, donc il y a l'exemple de la petite sirène, ce qui est un exemple assez compliqué, il faudrait expliquer. Ça peut être aussi l'exemple évidemment d'être dans une tombe, hein, ou dans un tumulus, ou dans... voilà. Ça peut être aussi être enfermé ou être gêné par une pierre. On a ensuite, donc après l'enfermement, on a la symbolique de l'eau, puisque l'eau, le liquide amniotique. Donc il y a souvent une idée de traversée, donc le bateau évidemment qui est envoyé sur la mer. Ça peut être l'univers, donc l'idée aussi que les ancêtres vont au ciel, hein, comme on dit souvent. Ça peut être oui, je dis la traversée, donc ça peut être la traversée d'un fleuve. On trouve ça beaucoup dans les contes, dans les mythes du Moyen-Âge, enfin, qu'on attribue au Moyen-Âge. Hein, donc la traversée d'un fleuve, généralement le passage dans le monde des morts. On a également donc la symbolique du placenta, donc évidemment qui n'est pas donné en tant que tel, mais c'est généralement donc l'arbre avec le cordon ombilical et le placenta, donc l'arbre de vie, l'arbre du paradis, etc. Et aussi la symbolique du gâteau. On a donc la symbolique du sang, alors qui est très très vaste. On a l'ocre rouge qui est déposé sur les tombes depuis l'âge de pierre, depuis Néandertal. Mais ça a été le cas de nombreuses fois et à de nombreux moments dans l'histoire. Il faut bien sûr aussi dire que les morts étaient enterrés en position fœtale généralement. Très, très révélateur, et avec en plus, quelquefois et souvent, de l'ocre rouge dispersé sur eux. D'autres fois, j'essaierai de mettre une photo, mais sinon, de toute façon, je referai des vidéos détaillées ou je mettrai les détails dans le livre que je vais écrire. On a aussi des coquillages. Les coquillages, donc on a attribué à des parures, etc. Bon, je pense qu'il y a une symbolique plus grande derrière ça. On avait même des chapeaux de coquillages. Chapeau de coquillage, donc coquillage, la mer, l'eau, le liquide amniotique. Donc, il faudra... Donc on a donc la symbolique du sang, donc j'ai parlé de l'ocre rouge, je suis en train d'aller à droite à gauche, donc c'est pas super. Il y a pour le sang aussi, il y a la symbolique du poison. Donc si c'est pas le sang lui-même, hein, parce que pour le Graal par exemple, pour le christianisme, on a le sang lui-même. Hein. Donc ocre rouge, poison, je reviendrai dessus pourquoi. Le feu également, le feu et... Voilà, il faut bien comprendre que nos ancêtres avaient...
avait saisi vraiment la façon dont le monde fonctionnait. Et il faut savoir que le sang qu'on a en nous, qui est notre énergie, ce qui nous donne notre énergie, avec le sucre, avec l'oxygène, etc., nous vient du soleil directement. La même chose que le feu. Pourquoi ? Parce que l'énergie est transmise aux plantes par la photosynthèse, nous mangeons les plantes directement ou les animaux qui les mangent, etc. Et ainsi nous pouvons fabriquer notre sang, notre propre sang, notre propre énergie. Il s'agit exactement de la même chose. Donc c'est l'image du soleil aussi, mais l'image du feu, donc, puisque les arbres sont un peu des batteries vivantes finalement, qui sont, si vous prenez un morceau de bois, vous pouvez l'allumer, vous avez donc l'énergie du soleil qui a été enregistrée, emmagasinée dans ce bois-là. Donc le feu et le sang, c'est exactement la même chose. Nous sommes nous aussi des batteries vivantes, nous sommes de l'énergie pour nos prédateurs, pourquoi pas. On a aussi la musique et le souffle. Donc la musique, on y reviendra en détail parce que ça mérite plus que juste quelques mots. Mais la musique est aussi vue comme un avatar du sang. Et le souffle également. Le souffle, pourquoi ? Parce que c'est l'oxygène. C'est donc ce qui nous maintient en vie. Et ce qui fait battre notre cœur, qui lui-même produit du sang, etc., etc. On a aussi donc la symbolique du cordon, évidemment. Donc le cordon, c'est l'arbre, le tronc de l'arbre. C'est aussi les cheveux. Donc, comme les cheveux de réponse, j'en ai déjà parlé. C'est aussi le serpent. Donc, le serpent dans le paradis, le serpent chez les pharaons, enfin tout ça on y reviendra. C'est aussi le dragon, donc qui est une autre version du serpent. On expliquera pourquoi. Et c'est généralement aussi plus le tronc d'un arbre, c'est aussi les tiges de plantes. Donc on a dans Jack et le haricot magique par exemple, la tige de plante qui monte au ciel et qui d'ailleurs là-haut donc il y a une ogresse, un ogre, je me souviens plus des détails exacts, mais bon, donc l'ogresse c'est évidemment, et l'ogre c'est évidemment l'ours. Encore une fois, ça mérite de s'y attarder longtemps, mais je peux pas là tout faire. Voilà, sinon je partirais dans tous les sens. Ensuite, on a la symbolique de l'os, des os, du trésor ou du cœur. J'en ai déjà parlé, j'ai parlé de la pierre posée sur la poitrine, qui était donc l'image du cœur vivant, ou du cœur à faire revivre. On a l'image du trésor, donc qui sont en fait les reliques de l'ancêtre. D'ailleurs, on a cette image de la relique dans le christianisme, évidemment, qui a été gardée. Mais les effets personnels, dont j'ai parlé avant, éventuellement l'or, qui donc vit, ne se périme pas, etc. Voilà. Et puis évidemment la tête, qui fait partie des os et du squelette. Donc tous ces éléments-là sont finalement une assez bonne base pour une histoire ou pour un conte. On comprend pourquoi et comment les contes ont perduré jusqu'à aujourd'hui, puisque finalement on obtient des histoires qui sont très engageantes, j'ai envie de dire, très logiques, et donc qui ont été conservées, qui ont été transmises. Voilà. L'idée, toujours, et on pourrait la résumer en quelques lignes, c'est que l'enfant donc, qui doit faire revivre l'ancêtre doit entrer dans le royaume des morts pour aller chercher donc les reliques, aller chercher l'ancêtre et ainsi le faire revivre. C'est l'idée en général. Il est donc cet enfant nourri par le sang, donc qui vient du placenta à travers le cordon. Et il doit aussi, et c'est là où il y a une idée qui peut être mal comprise finalement, il doit aussi combattre ce cordon à la fin, pour naître. Il doit s'en défaire quelquefois, parce que quelquefois vous pouvez avoir le cordon autour du cou, finalement c'est assez fréquent. Et puis, surtout, il doit évidemment le couper, alors c'est pas forcément lui qui le fait, mais c'est l'idée, il doit le couper pour pouvoir naître. Et on va voir pourquoi c'est très important, cette naissance est aussi vue comme le combat, la sortie de tombe. Donc pour la version la plus ancienne de cette tradition, si on essaie de la reconstituer en tout cas, on va avoir l'idée que l'enfant, donc
vers l'âge de raison, ce qu'on appelle l'âge de raison. On verra pourquoi cet âge-là, et un petit peu plus tard dans la vidéo. Et aussi, on a des détails qui peuvent nous montrer qu'il s'agit de cet âge-là, puisque on a des traces de pas dans les grottes. Grotte Chauvet et puis l'autre, je ne me souviens plus, je crois que c'est Pêche-Merle, si c'est Pêche-Merle, donc en France, qui sont des traces d'enfants de 7-8 ans. Hein. On a aussi donc les mains appliquées sur la paroi, qui sont vues comme des mains de femmes ou d'adolescents. Bon, moi je prends plutôt pour enfants ou enfants adolescents, en tout cas ce ne sont pas des mains d'adultes, d'hommes adultes. Donc symboliquement, cet enfant va suivre l'ours dans sa grotte en automne, quand l'ours va aller passer l'hiver. Probablement, il s'agissait vraiment de ce qui se passait. C'est-à-dire que je pense que, après ça n'est que mon point de vue, et là il n'y a aucune preuve claire et nette, mais probablement l'enfant allait véritablement suivre l'ours. Et c'était une partie de la difficulté. Peut-être même une partie du choix. C'est-à-dire que si on pousse la chose un peu loin, si l'ours décidait de le laisser en vie, peut-être qu'il était vu comme choisi. Hein. On en a parlé, on a vu que l'ours était il était très difficile de prévoir ce qu'un ours allait faire, s'il allait vous tuer, vous laisser en vie, enfin on ne sait pas. Donc peut-être une partie du choix a été ici. Hein. Probablement aussi, l'enfant apportait de la nourriture, ce qui pouvait l'aider à être accepté aussi. Donc il apportait probablement du miel ou des choses fabriquées à base de miel, comme une abeille. Les grottes ornées faisaient partie de ce rituel, puisque en entrant dans la grotte, l'enfant entrait symboliquement dans le royaume des morts. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on a aussi donc le royaume des morts, ça peut être évidemment le sous-sol, donc la grotte. Il entrait donc dans une grotte sur laquelle étaient peints des animaux, hein, comme on les voit dans les grottes ornées. Il entrait avec une lumière vivante. On sait déjà que les peintures peintes, en tout cas, bon, je prends par exemple Lascaux, puisqu'on sait que c'est le cas là-bas, mais c'est le cas aussi pour Chauvet, c'est le cas pour sans doute toutes les grottes ornées. Quand on entre avec une lumière vivante, donc une lampe à huile, une torche, bon, ça pouvait pas être trop gros non plus, hein, une lampe à huile, pourquoi pas, on a l'impression que ces animaux sur les parois vivent. Hein, ils bougent, d'ailleurs, on le voit dans les peintures que les animaux sont toujours en mouvement. Cette idée de mouvement est très très importante et c'est encore plus le cas quand on arrive avec une lampe à huile. On le voit aussi dans certaines grottes, comme je crois que c'est la grotte de Rouffignac, où il y a des animaux aussi et des éléments gravés donc, dans la roche, comme c'est le cas dans toutes les grottes ornées presque aussi. Et ces gravures prennent vie un peu hein, quand on arrive avec une lampe à huile ou une lumière vivante. Et donc cet enfant de 7-8 ans qui ne connaissait pas, qui ne savait pas de quoi il s'agissait, rentrait donc dans cette grotte avec des tas d'animaux il avait l'impression qu'il bougeait, hein, qu'il vivait autour de lui. Évidemment, ça ne devait pas être très rassurant. Il y a donc cette idée dans cette entrée dans la grotte que l'enfant doit se rendre compte, doit comprendre qu'il s'agit d'animaux factices. Il ne s'agit pas d'animaux vivants pour de vrai. On a cette idée parce qu'aujourd'hui encore, donc j'en ai parlé avant, le rituel la tradition de la Kumari, donc l'enfant déesse au Népal, qui pourrait être choisi, donc cet enfant. Donc on choisit quelques petites filles donc âgées de, je sais plus, l'idée c'est après le sevrage, mais en fait bon, en pratique c'est de 2 à 4, 5, pourquoi pas 6 ans je pense, j'espère pas dire de bêtises, mais en tout cas elles sont donc choisies, on en prend plusieurs et puis on leur fait subir un rituel qui vise à déterminer finalement laquelle de ces petites filles est la véritable déesse d'Aléjou. Donc on les met dans ce rituel est évidemment assez secret, mais de ce qu'on peut en savoir, elles sont mises dans une pièce avec uniquement des lumières vivantes, très intéressant parce que ça pousse à croire que le mythe est vraiment ancien,
Donc, uniquement des lumières vivantes, hein, du feu, sans doute des lampes à huile, des torches, je sais pas. Et puis des animaux, des têtes coupées d'animaux autour d'elle, très sanglants. Et puis également des gens qui dansent avec des masques de démons autour d'elle. Et en fonction de la réaction de la petite fille, donc si elle a peur, si elle pleure, ou si elle s'en fiche finalement, ou si elle regarde comme elle regarderait autre chose, eh bien on va savoir s'il s'agit vraiment de la déesse ou si c'est juste une petite fille mortelle classique, j'ai envie de dire. C'est très intéressant parce que il y a cette idée de déjà vu. Finalement, s'il s'agit de la déesse ou s'il s'agit d'un ancêtre qui revient, eh bien, il sait quelque part que ces choses-là sont pas réelles, puisque peut-être il les a même peints lui-même, ou il a fait partie de ceux qui peignaient ces grottes. Peut-être il en a en tout cas entendu parler, peut-être il a déjà subi ce rituel, donc il le connaît déjà. Et donc il ne va pas avoir peur. Ou en tout cas bien moins qu'un autre. Et on le voit par exemple en ce qui concerne la Kumari, dans le livre, je vous mettrai les références, mais le livre qu'a écrit une ancienne Kumari, qui explique donc dans ce livre que elle, lors de ce rituel, elle avait compris qu'il s'agissait de personnes derrière, qu'il ne s'agissait pas de vrais démons, et donc elle regardait, puis elle n'avait pas si peur que ça, c'était un spectacle en fait. Hail to you, Bozana wizard. I call upon you to hear me where you dwell, in the sacred hall of gods. Et il y a cette même idée, je pense, dans les grottes ornées, de l'enfant qui rentre et qui sait de quoi il s'agit, qui finalement n'a pas peur ou moins peur qu'un autre. Avec l'idée également, évidemment, pourquoi pas, qu'il connaissait, qu'il avait connaissance donc, dans sa vie intérieure de cette grotte, voire qu'il avait participé à la peinture de ces animaux. Hear me, and I shall honor your name. In life and death, Vozana win. With runes carved with blood, in rock and wood. Open up the gate. Let the elves pass through the wall into our world to fight alongside us. À cette grotte, on a l'image frappante de l'allégorie de la caverne de Platon, enfin de Socrate,
je vous en mettrai quelques extraits, hein, qu'il faudrait relire pour bien comprendre que sans doute il s'agissait d'une description de ce mythe également, puisqu'il n'y avait aucune raison, ou pas beaucoup de raisons en tout cas, de prendre l'image d'une grotte à l'époque. Hein. On n'était quand même pas à l'âge de pierre, même si ça existait, hein, les ermites dans les grottes, etc. Mais quand même. Donc on a l'idée, pour faire court, de ces hommes, hein, de ces êtres humains qui sont assis dans la grotte, avec un mur au dos, hein, et puis derrière ce mur donc il y a un feu et on joue on fait passer des objets, on fait des sortes d'ombres, etc. sur la paroi qui est en face d'eux. Et ces hommes-là ne comprennent pas qu'il s'agit d'objets derrière eux. Ils ne voient que les ombres et croient que le monde réel, parce qu'ils ont toujours vécu là, sont les ombres. Et subitement, quelqu'un se lève et puis se rend compte qu'il s'agit d'objets derrière, de vrais objets, et non pas, et que ce ne sont pas ces ombres qui sont le monde réel finalement. Hein, donc il va se lever, il va aller voir, et il va comprendre le monde réel, et puis il va essayer de revenir, d'expliquer, mais personne ne va le croire. Parce qu'il est d'une certaine manière supérieur, c'est-à-dire c'est le philosophe en fait. Et il y a cette idée forte, hein, du fait que celui qui entre dans la grotte, qui comprend de quoi il s'agit, est d'une certaine manière supérieur. Supérieur pas forcément, mais en tout cas qu'il a déjà vécu et qu'il connaît ces choses-là. C'est une sorte de tamis, hein, pour tamiser ceux qui finalement sont nouveaux et ceux qui sont effectivement les ancêtres qui revivent à nouveau. Aujourd'hui, on parlerait sans doute d'intelligence. Et pourquoi pas, ça peut être la même chose. Hein. En tout cas, pas l'intelligence du QI, pas forcément, mais quoique c'est sans doute lié, mais aussi l'intelligence de la compréhension. Voilà. Si on connaît déjà, si on a déjà vu, eh bien, ça va être plus facile. Alors on dirait intelligence aujourd'hui, en fait, ce n'est pas de l'intelligence dans ce cas-là, puisque finalement c'est quelque chose dont on se souvient, d'une certaine manière. Donc la grotte, c'est comme le ventre. J'en ai pas parlé au début, mais donc comme je le disais, c'est le royaume des morts, l'utérus. Et dans les grottes d'ailleurs, souvent, il y a aussi de l'eau, et les grottes sont façonnées en fait par l'eau. Hein. Ça, j'en ai parlé avant. Et donc, il s'agit symboliquement de la même chose que l'utérus, qui est façonné par l'eau, puisque à mesure que l'utérus grandit, en fait, il y a de plus en plus d'eau. Donc, on pourrait inverser les choses et dire que à mesure que l'eau arrive, l'utérus grandit. Et c'est peut-être le cas d'ailleurs. On a d'ailleurs il faut savoir que les ours des cavernes, par exemple, dans les grottes, creusaient des sortes de nids, un peu comme les oiseaux, donc même le sol, ils creusaient des nids, on appelle ça des bauges, je crois, pour donc mettre bas, dormir ici. Hein. C'est intéressant pour plus tard, on verra. Donc on en voit par exemple dans la grotte de Rouffignac, en Dordogne, en France. Voilà, alors donc on a cette idée donc, de la grotte qui est comme le ventre, et dans le ventre, quand le fœtus grandit, à mesure que le fœtus grandit, il va donner des coups. Il faut presque être une femme pour le savoir, mais bon, il va donner des coups, il va taper un peu avec sa main, ses pieds, et ses mains, là on a l'idée intéressante, donc des mains positives sur les parois des grottes, qui sont en fait les images du fœtus qui touche. Ça paraît un peu tiré par les cheveux comme ça peut-être, mais en fait on va voir qu'on voit cette image plus tard aussi sous d'autres formes. Donc pourquoi la main? Parce que la main c'est ce qui fait vraiment l'identité d'une personne. C'est sur la main qu'on a les empreintes digitales. Encore aujourd'hui on les utilise. Et on retrouve d'ailleurs ces empreintes digitales dans certains tumulus celtes. Donc par exemple à Gavrini en Bretagne. On a des sculptures donc un peu en forme de labyrinthe partout dans le tumulus.
je crois que c'est pas le seul endroit d'ailleurs, qui ne sont pas expliquées et que, en tout cas pour ma part, j'explique de la même façon. Donc c'est ces mains qui touchent la paroi et qui finalement mettent les empreintes digitales. Disent voilà, je suis là, c'est moi l'ancêtre, c'est moi qui reviens en quelque sorte. Donc ces empreintes digitales, d'ailleurs, il faut savoir que les empreintes digitales sont vraiment uniques, même d'un jumeau à l'autre, et sont formées, on pense, c'est comme ça qu'on l'explique, par le liquide amniotique dans le ventre. Donc c'est une sorte d'empreinte de la grossesse finalement. On pourrait dire qu'elles sont formées par le liquide amniotique, on peut aussi bien dire qu'elles sont formées par le fait qu'on touche les parois, pourquoi pas. Voilà. C'est également l'idée des traces de griffes que laisse l'ours sur les parois des grottes, j'en ai parlé avant, donc c'est fréquent. Donc l'ours, quand il se réveille, il va faire ses griffes sur les parois des grottes et ça laisse de vraies marques dans la paroi. On a l'idée des traces d'ours, donc j'en ai parlé avant aussi, qui sont des symboles qu'on dit incompris en fait, qui se retrouvent dans différentes grottes, symboles un peu rectangles, avec des traits qui remontent. Je mettrai une photo aussi, j'essaierai. Et donc ce sont ce que j'interprète moi comme des traces de pattes d'ours finalement au mur, également, et comme les mains positives finalement, ou négatives d'ailleurs. On a donc ces traces d'ours et on a aussi dans les grottes ornées ce que pour ma part j'interprète comme des traces en règle générale. Donc on a les symboles de ponctuation, on a différents symboles, des symboles un peu qu'on a l'impression de voir des épis de blé finalement, que j'interprète comme des traces d'oiseaux, et les ponctuations comme des traces en règle générale. Donc, par exemple, des traces dans la neige, ça laisse, vu de loin, toujours des ronds, des ponctuations finalement. Et je pense que c'était finalement le langage le plus clair et le plus évident pour nos ancêtres de l'âge de pierre, puisque eux suivaient souvent les traces, c'est-à-dire qu'ils connaissaient ça comme on connaît aujourd'hui l'écriture, la lecture. Ils suivaient les traces, ils avaient l'habitude de suivre les traces pour chasser, pour piéger, pour connaître, pourquoi pas, pour apprendre. Et ces traces disaient d'une certaine manière « suis-moi ». Pas dans ce sens-là, c'était une forme de panneau d'indication, j'ai envie de dire. Donc ces traces au mur, on les retrouve dans presque toutes les grottes, ou en tout cas dans de nombreuses grottes, et elles ont été interprétées. On les interprète à la manière moderne, comme des symboles qui voudraient dire je ne sais quoi. En fait, pour la plupart des symboles qu'on n'arrive pas à interpréter, pour ma part, je pense qu'il s'agit de traces d'animaux. Et qui ne sont pas forcément aussi claires que celles qu'on voit aujourd'hui, nous, dans les livres, quand on apprend des choses sur les traces d'animaux, mais parce que nous, on apprend ça, je dirais, dans une feuille A4, c'est le cas de le dire. Eux apprenaient ça sur le terrain, et les traces d'oiseaux, souvent, ne sont pas les traces d'oiseaux des livres, ce sont des traces d'oiseaux qui sont un petit peu transformées parce que l'oiseau courait à ce moment-là, où il y avait de la boue, où c'était un sol différent. Donc il faut bien essayer de voir les choses d'un autre point de vue que notre point de vue moderne, c'est important pour comprendre. On a cette idée que le fœtus laisse des traces de son passage, ses mains sur la paroi, probablement qui étaient faites par les enfants qui venaient dans les grottes pour ce rituel. Voilà, donc on les interprète généralement comme des mains d'adolescents ou de jeunes femmes ou de femmes. Bon, c'est-à-dire que ce sont des mains petites. Honnêtement, quand vous mettez une main et que vous faites un pochoir autour, voilà, estimer la taille, c'est pas forcément facile puisque vous allez avoir une partie qui va pas être imprimée, une partie qui va être imprimée. Bon, en tout cas, ça donne une idée, le fait que les mains sont plutôt petites. Ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on dit là.
On a... alors que probablement en plus les peintures, pour la plupart en tout cas, n'ont pas été faites par des jeunes adolescents ou des jeunes femmes, probablement pas, hein, puisque ce sont des peintures qui sont généralement assez compliquées hein, d'un point de vue artistique, et donc probablement faites par des sages, en tout cas des personnes adultes.